C'est un personnage bien connu de la scène politique. Il a des avis tranchés sur l'économie africaine et celle du Cameroun en particulier, puisque c'est un natif du Cameroun. Nous parlons du docteur Louis-Marie Kacde, qui appartient au Social Democratic Front. Il s'agit d'un parti politique du Cameroun. Eh bien, avec lui, dans cet entretien, on passera un long moment à discuter d'économie, mais également de politique. Nous allons, bien sûr, dans cette émission, parler du Cameroun, du trentenaire, ou alors du quarantenaire, vais-je dire, qui a été célébré par le président Paul Biya le 6 novembre 2022. Nous parlerons surtout de la santé économique durant ces 40 ans de règne. Après avoir parlé de tout cela, eh bien, on reviendra, bien sûr, toujours au Cameroun, sur le développement avec les mailles du tribalisme, de l'équilibre régional et comment s'en sortir pour pouvoir avoir un développement suffisamment solide. On en parle bien sûr dans cette émission. Afrique Monnaie, quand la question du franc CFA se pose avec acuité, on tentera de refaire également cette actualité, sans oublier que nous parlerons du retour de Charles Blé Goudé du côté de la Côte d'Ivoire en décembre prochain, mais on s'interroge surtout sur l'impact de son retour sur le tableau politique. C'est un consultant et chercheur spécialiste de la démocratie et de la communication, un public et de la formation de l'opinion en Afrique francophone. Dr Louis-Marie Kacde est entre autres titulaire d'un doctorat PhD en analyse du discours et d'un MPA obtenu en Suisse. Il travaille donc comme chercheur et enseignant au Cameroun et bien sûr spécialiste du pilotage et de l'évaluation des politiques publiques. Il a des avis tranchés sur l'économie, comme je vous le disais tout à l'heure, mais alors trêve de bavardage. Toute seule, c'est pour parler bien sûr du docteur Louis-Marie Kacde que l'on accueille dans cette émission dans une poussière de secondes générique. Et on fait escale au Cameroun dans cette émission Le Point du Guest qui démarre d'ailleurs tout de suite. Merci à vous de nous regarder sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube For You Media Africa. Vous nous recevez chez vous via le câble, bien sûr For You Télévision. Vous nous écoutez également sur la 96.3 FM For You Radio si jamais vous êtes dans la ville de Douala et ses environs. Docteur Louis-Marie Kacde, vous êtes l'invité de cette émission Le Point du Guest de ce 9 novembre 2022. Bienvenue à vous. Merci madame, bonsoir et merci. Je voudrais saluer nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Vous faites un travail merveilleux et c'est l'occasion de vous être très reconnaissant pour ce que vous faites pour la formation de l'opinion au Cameroun et l'opinion surtout de la diaspora camerounaise. Bonsoir. Merci. Merci à vous d'être avec nous dans cette émission. Je rappelle que vous appartenez donc au parti politique d'opposition au Cameroun, Social Democratic Front, SDF, en abrégé. Et bien peut-être pour planter le décor déjà, pour commencer, quel est le climat au sein du parti actuellement? On sait que c'est un parti qui a souvent fait l'actualité avec de nombreuses bagarres, peut-être pas physiques, mais intellectuelles, morales et aussi de position. Non. Tout ce que vous entendez sur notre parti, c'est signe de vitalité. Madame, on est en train de faire le renouvellement des organes de base. Et après les structures de base, nous on parle de structures de base, on va probablement monter jusqu'au niveau central pendant le congrès. Le congrès qui est prévu dans quelques mois. Quelques mois, je veux dire d'ici la mi-2023. Et donc, vous voyez que dans tous les partis et dans tous les pays du monde, lorsque ces événements se déroulent, c'est l'occasion de grandes batailles. Et c'est de grandes batailles de positionnement à l'interne. Parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, la grande bataille politique se mène à l'interne. Une fois que vous avez gagné la bataille interne,
le reste est plus ou moins acquis avec l'externe. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au sein du SDF, c'est que depuis longtemps, et c'est ça la force du management actuel, de lancer le grand renouvellement, ce qui va conduire aussi à changer pas mal de visages. Vous avez vu déjà qu'au niveau du shadow cabinet, au niveau du secrétariat, le chairman du SDF a bien voulu renouveler à 60%. Donc c'est ça qui continue. Et quand on traverse ces moments-là, et surtout que le chairman a annoncé qu'il prenait sa retraite, et donc les gens lorgnent déjà les positions de président du parti. Donc quand on traverse ces moments, c'est normal. C'est normal que ce soit un peu en effervescence. Si ce n'était pas le cas, c'est que ce serait anormal, vraiment. Donc, nous sommes en plein travail, dans la sérénité totale, et ce que vous allez observer, c'est que ce mouvement va encore durer plusieurs mois jusqu'à ce que le congrès se tienne. D'accord, merci infiniment. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet, mais peut-être d'abord parler de ce quarantenaire avant que de parler de l'économie et de sa santé au Cameroun pendant ces 40 ans. Comment a perçu donc ce quarantenaire au sein du SDF? Comment est-ce qu'on l'a perçu? Quel bilan est-ce qu'on pourrait faire? Quels mots est-ce qu'on pourrait utiliser pour décrire celui-ci? Non, s'il y avait à recommencer, le SDF aujourd'hui est un parti mature. Est un parti mature qui a tiré les leçons de ses échecs par le passé. Et donc, s'il y avait à refaire, et c'est d'ailleurs ce qui va se discuter pendant le prochain congrès, le régime ne ferait pas 40 ans. Ça, il faut qu'on se le dise. On a tiré les leçons de ce qui s'est passé pour que pendant les 30 dernières années qui ont vu le SDF sur la scène politique, qu'il n'y ait pas eu alternance à la tête du pouvoir. Ça, je veux déjà rassurer l'ensemble de nos téléspectateurs que cette situation ne se posera plus. Et donc, disons les choses telles qu'elles sont. Il n'est pas question, il n'y a pas lieu de se féliciter de quelque façon que ce soit de 40 ans d'un pouvoir qui nous a conduit vers la régression. Ça, on va en parler quand on va ébaucher des questions économiques, mais parlons-en même déjà. En 1982, lorsque le régime arrivait, le Cameroun avait quand même, atteignait les 15% de taux de croissance. Aujourd'hui, lorsqu'on arrive à obtenir 2-3%, on fait la fête. Non, on a atteint 15%, le pays était prospère. En 1982, il y avait l'autosuffisance alimentaire dans ce pays. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, on ne peut pas se réjouir. Il n'y a plus un seul secteur excédentaire au Cameroun. Et c'est la catastrophe. On ne peut pas être content, on ne peut pas se satisfaire d'une telle situation. Si je prends simplement à la fin des plans quinquennaux, je veux dire 1987, quand on a évalué et mis fin au dernier plan quinquennal au Cameroun, il y avait en termes d'entreprises agro-industrielles 188. Si je fais 30 ans plus tard dans la loi de finances 2018, je regarde dans cette loi, je vois que les entreprises qui demeurent au Cameroun, c'est 28. Peut-être que l'on va essayer d'avoir... Vous voyez la saignée. Et cette saignée-là, on ne peut pas la fêter. On ne peut pas. C'est un pays qui était déjà bien parti. Donc, voilà un peu le tableau que nous, on dresse avec beaucoup de tristesse. Et quand on voit que cela s'accompagne avec la dévolution filiale, une tentative de dévolution filiale du pouvoir, ça fait mal. Et on va très prochainement, vous parler de riposte contre tout cela.
Merci, docteur Kak2. Mais alors, on entre totalement dans le vif du sujet. Après 40 ans de gestion du pays par le président Paul Biya, quel est le mot qui sied le mieux pour décrire l'économie du Cameroun après avoir fait une rétrospection? Régression, on a régressé. On a régressé sur tous les plans. Il n'y a pas un seul secteur au Cameroun où, je vous dis, on soit excédentaire. Ça n'existe plus. Le Cameroun est à terre sur tous les plans. Si vous me prenez n'importe quel secteur, je vous parle avec des chiffres. Oui. Si vous voulez, je vous donne quelques chiffres sur ce qui intéresse les Camerounais aujourd'hui, la vie chère ou encore les denrées alimentaires. Et je prends simplement les 5-6 dernières années. En 2015, on importait les aliments au Cameroun que pour environ 480 milliards. En 2021, madame, je prends 6 ans plus tard, nous étions déjà à 1472 milliards d'importations, c'est-à-dire près de 1000 milliards en plus. Un argent que nous n'avons pas, mais que nous exerçons à faire fuir du pays pour aller enrichir des économies externes. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça qui nous a coincés avec, le Covid-19 et 2, la crise ukrainienne, russo-ukrainienne. Parce que nous dépendions déjà presque entièrement de l'extérieur. Il n'y a plus au Cameroun, si je prends le maïs, nous sommes en déficitaire. Si je prends le manioc que l'on cultive dans toutes les régions du Cameroun, nous sommes déficitaires. Alors le blé, c'est 100% de dépendance de l'extérieur. Si je prends le riz, c'est 97% de dépendance de l'extérieur. Si je prends le lait que les Camerounais peuvent boire, ou dans certaines régions, les régions septentrionales du Cameroun, ça fait partie de l'alimentation de base, nous sommes à 80% de dépendance. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc, c'est la régression totale que nous avons observée pendant ces années de renouveau. Et du point de vue économique, le thème qui sied, c'est la décroissance. Eh bien, docteur Kak2, certains parlent plutôt de résilience en décrivant l'économie camerounaise après avoir observé ces 40 ans, en se disant que c'est une économie qui a été le plus souvent essorée, qui a été le plus souvent blessée, mais qui a quand même réussi à rester debout. Alors, vous parlez totalement de régression, c'est qu'il n'y a eu aucune avancée de 1982 à aujourd'hui, mais plutôt plusieurs pas en arrière. Alors, vous avez cité tout à l'heure plusieurs exemples, et puisque vous voulez qu'on parle d'exemples, on parle à présent de la chute peut-être du franc CFA il y a de cela quelques années, la baisse drastique des salaires, les grèves contre la faim, que ce soit en 2008 ou encore avant, l'inflation, le Covid-19. Comment comprendre justement ces différents fléaux ensemble dans une économie pendant 40 ans? Comment est-ce qu'on comprend comment on a fait pour entretenir cela? S'il vous plaît, j'explique la résilience. Parce que sinon, on va embrouiller nos populations avec des termes comme ça. Et finalement, on ne comprendra pas. Résilience, c'est, disons, la capacité de résistance. Résistance au choc qui existe, qui arrive, aux crises qui arrivent. Quelles sont les crises que nous avons eues et quelles sont les causes de ces crises-là? Ce que j'ai voulu déjà expliquer à nos compatriotes et à nos téléspectateurs, c'est que si nous ne dépendions pas entièrement de l'extérieur, alors les chocs externes ne devraient pas nous affecter. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Et qu'en 1982, le Cameroun ne dépendait pas de l'extérieur, parce que le Cameroun produisait ce qu'il mangeait, si je ne parle que de ce qui concerne les denrées alimentaires. Mais il y avait d'autres mini-industries qui ont été entièrement fermées. Ça, il faut qu'on se comprenne. Et c'est parce qu'il y a eu un choix économique. S'il y a eu un choix, en 1989, le Cameroun a choisi par une loi de s'ouvrir entièrement à l'extérieur. En 1995, le Cameroun a signé les accords de Marrakech. Les accords de Marrakech sont les accords de l'OMC. Et donc, le Cameroun a décidé d'aller à la compétition sans faire les réformes nécessaires. Les réformes structurelles nécessaires pour rendre son économie compétitive. Et donc, vous ouvrez entièrement vos frontières. Quand on a vu, par exemple, la filière avicole, entre 1995
et 1998, il y avait eu fermeture de plus de 98% des fermes agricoles, des fermes avicoles, pardon. C'est-à-dire que les éleveurs avaient mis la clé sous le paillasson. Pourquoi? Parce qu'il y a eu envahissement du pays par les découpes de poulets congelés. C'est ce qui a fait, par exemple, le combat de l'Arctique qui a abouti à l'interdiction des poulets congelés au Cameroun. Et cette interdiction a permis que le tissu économique local renaisse dans ce secteur d'activité qui pouvait être considéré comme le secteur modèle jusqu'à ce qu'en 2016, un ministre encore en fonction, en charge de l'élevage, décide par des mesures disproportionnées de détruire entièrement cette filière-là. Et donc, c'était la seule filière excédentaire au Cameroun. Ça fait qu'aujourd'hui, on n'a plus d'autres filières comme ça. Et donc, c'est l'ouverture des frontières de façon anarchique qui a conduit à l'exposition de notre pays au choc externe. Et donc, le mot résilience ne devait pas avoir sa place si nous changions d'option. Et pour nous, nous disons qu'il faut produire localement au Cameroun. Si on ne produit pas localement au Cameroun, alors que nous avons les terres nécessaires pour produire, avec tout le matériel végétal, toute l'expertise, les itinéraires techniques, ça les chercheurs maîtrisent au Cameroun, cette maîtrise est là, mais on n'en fait pas usage. On préfère importer. Et donc, c'est la logique et la politique de l'importation qui nous conduit au bord du gouffre. Donc, je voulais d'abord qu'on soit clair là-dessus, oui, qu'on a un choix alternatif aux importations, c'est la production locale au Cameroun. Et si je prends le riz, le ministère en charge de l'agriculture nous dit qu'au moment où nous parlons, il y a 200 000 hectares de terres rizicoles qui existent au Cameroun, prêtes à être cultivées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous cultivons ces terres-là et nous avons déjà le matériel végétal amélioré au niveau de l'Institut de recherche agronomique pour le développement, l'IRAD, si nous cultivons ces terres-là, en un seul cycle de 3 mois, nous avons les 800 000 tonnes que le Cameroun importe. Et si nous faisons 2 cycles l'année, nous avons déjà 800 000 tonnes que nous mettons en réserve. Et donc, ces histoires de résilience, on n'en parlera pas du tout parce qu'il y aurait déjà au moins 1 an de consommation en réserve. On parle de résilience parce que le Cameroun n'a pas de grenier, le Cameroun n'a pas de réserve alimentaire. Et donc, aujourd'hui, si un problème arrive, nous prenons ça plein le visage. C'est ça la situation. Et c'est pour ça que le coût de vie, dès qu'il y a une petite fluctuation sur le marché international, ça nous impacte directement. Donc, ce sont des choix. Et je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Si vous prenez le carburant, c'est un choix. On a choisi de construire la Sonara qui ne raffine pas notre pétrole et on a choisi de vendre notre pétrole qui est d'excellente qualité pour importer un pétrole de mauvaise qualité et vendre plus cher au Cameroun. Ça n'a pas de sens. Et donc, c'est tout ça qui est discutable et nous disons que ce choix-là n'est pas un choix figé, ce n'est pas un choix fatal. Il est possible de mettre fin à ça dans le cadre des politiques publiques. Et vous parlez justement de solutions pour pouvoir mettre fin à cette dépendance à l'extérieur, mais on a aujourd'hui le discours manger ce que l'on produit et produire ce que l'on consomme. Voilà. Mais est-ce que ce discours est vain au Cameroun quand on se rend compte que les sociétés de production, malheureusement, ne sont pas au beau fixe, disons-le ainsi. D'autres produisent mais ne transforment pas. D'autres préfèrent peut-être produire et exporter plutôt que de transformer sur le terrain ou alors sur le territoire camerounais. Est-ce qu'on va vers la bonne direction? Madame, au-delà du discours, il n'y a rien. Et au-delà de ce discours, il n'y a rien. Et vous me donnez l'occasion et on va en parler tout le long de ce mois. Vous pouvez m'inviter tout le temps parce que la loi, on va voter la loi des finances, le budget 2023. Oui. Et donc, prenons le budget 2022 parce que c'est dans le budget qu'il y a la programmation, la planification de ce qui se fait au cours d'une année. Dans le budget 2022, le slogan que vous lancez là n'a été manifeste nulle part. Nulle part. Et donc, mangeons ce que nous produisons. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans la loi de finances 2022?
ils ont donné en matière de production une incitation uniquement à la filière banane. Madame, la banane là ne se consomme pas au Cameroun. La banane de Djombe Penja est entièrement emballée dans les stations d'emballage qui se trouvent dans les plantations. Et quand ça sort de Djombe, ça va au port de Douala, ça part. Donc ça n'a aucun impact sur le coût de vie au Cameroun. Et donc, quand on donne 7 ans d'exonération pour la culture de la banane, avec 3 ans de gel de la dette fiscale, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne payent même pas les impôts et ils ont accumulé tellement d'impôts que l'État gèle ça encore pendant 3 ans pour leur permettre de travailler et de se relever. D'accord, il y a une crise anglophone cela a impacté le secteur, mais c'est la seule mesure incitative et le seul secteur qui a été concerné par une moindre faveur de l'État. Alors, quand on ne donne qu'à la banane, on laisse le riz, on laisse le blé que le Camerounais consomme, on laisse le maïs que les Camerounais consomment, on laisse la patate ou bien le manioc que les Camerounais consomment. Vous comprenez que c'était une blague. Il ne faut même plus dire ce genre de slogan dans ce pays. Et nous allons veiller, pour ce qui concerne la loi de finances 2023, à ce qu'il y ait ce genre d'incitation dans la loi. Ça va être la bataille du SDF. Parce que on ne peut pas continuer à embrouiller les Camerounais avec des slogans, alors que dans le fond, la vie ne fait que, le coût de vie ne fait qu'augmenter chaque semestre, chaque année. Et ce, depuis plus de 30 ans. Si vous voyez l'indice des prix publié chaque semestre par l'Institut national de la statistique, depuis plus de 30 ans, les prix ne font qu'augmenter. C'est déjà pour ça que si vous prenez par exemple une spéculation comme le riz, vous allez vous rendre compte que les prix ont triplé en 30 ans. Au lieu de baisser, madame, les prix ont triplé parce que il n'y a jamais eu d'incitation pour produire en grande quantité pour le marché camerounais. Il faut que ça cesse. Il faut que l'on donne des incitations pour le maïs. Il faut que l'on donne les incitations pour le sorgho. Il faut qu'on donne les incitations pour les filières de l'élevage pour faire en sorte que les investisseurs se lancent massivement dans ce secteur, produisent massivement pour alléger le coût de vie au Cameroun. C'est ça qu'on attend de ce gouvernement qui ne se bouge pas du tout, qui se contente simplement de lancer les slogans, de dire des trucs. Ça, on sait déjà comment il fonctionne. Et la bataille qu'on va mener à partir de maintenant, de la semaine prochaine, le 11, c'est la session parlementaire. Oui. On attend le projet de loi de finances et vous allez encore nous entendre. Eh bien, on se serait attendu à ce qu'avec la crise ukrainienne, eh bien, le Cameroun et plusieurs pays africains puissent se hisser sur le pan des producteurs, sachant qu'il y a des terres arables, bien sûr, au Cameroun. On se serait attendu à beaucoup plus de visibilité de ce côté-là. Mais vous dites que le slogan « manger ce que l'on produit et produire ce que l'on consomme », eh bien, n'est pas d'actualité au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faire pour définitivement sortir de l'impasse économique au Cameroun, à part peut-être produire sur place? Le Cameroun manque cruellement de moyens peut-être pour transformer également sur place. Il y a une seule chose qui manque, madame, une seule. C'est la volonté politique. Il y a tout au Cameroun. Il y a tout. Je prends le manioc. Je me suis battu à 2 niveaux. Pour ce qui concerne personnellement, j'en ai fait mon combat, la farine de substitution, la farine locale. Parce que nous expliquions, l'APDIC a montré depuis 2010 qu'il était possible au Cameroun de faire le pain incorporé à la farine locale. L'APDIC a construit au sein de commission agro-pastorale de Bolova une boulangerie qui s'appelait boulangerie vert ou jaune, qui avait pour vocation de produire ce pain. Tous les ministres se sont mis en rang pour manger ce pain, y compris même le président de la République. Donc tout le monde a validé ce pain. Mais ils n'ont rien fait. De 2011 jusqu'à aujourd'hui,
ils n'ont strictement rien fait pour promouvoir ce pain qui était enrichi. Nous parlons de pain enrichi parce que ce n'est pas le blé est tellement pauvre en substances nutritionnelles qu'il faut enrichir ce pain qui devient l'aliment principal que les Camerounais consomment chaque matin. Et donc, ils n'ont pas fait ça. Ce qui était simplement un problème de volonté politique. Allons dès là, parce que quand vous me parlez de transformation, les gens nous disent au Cameroun qu'il n'y a pas la matière première. Et que si l'on lançait une usine de transformation, on ne pourrait pas trouver la matière première. Et on va prendre par exemple la Sotramas qui était à Saint-Méliman et qui a été fermée par problème de gouvernance, pas forcément de matière première. Je vous explique. Nous avons, si je prends le manioc, des variétés améliorées. Le 8034 par exemple, qui est une variété mise sur pied sous fonds publics, c'est l'IRAD qui a mis cette variété sur pied. Oui. Qui peut donner jusqu'à 40 tonnes à l'hectare. On ne promeut pas la variété là. Ça existe. C'est dans les champs d'essai. C'est chez quelques paysans. Cette variété n'est pas promue. Au Cameroun, on fait encore les variétés traditionnelles qui donnent 4 ou 5 tonnes à l'hectare. C'est-à-dire qui produisent 10 fois moins. Ça n'a pas de sens. Je peux parler du maïs. Je peux parler du riz. Je peux parler du haricot. Je peux parler de ce que vous voulez. Nous avons toutes ces variétés qui existent. Et des variétés améliorées. Il faut simplement mettre ça à la disposition des paysans, à la disposition des exploitants agricoles. On ne le fait pas. C'est un problème de volonté. Et quand ils veulent le faire, ils le font en contre-saison. Cette année, ils ont lancé la saison agricole en juin. Ça n'a pas de sens. On lance la saison agricole en mars, quand il y a les premières pluies. Quand vous lancez en juin, c'est pour faire quoi? C'est parce qu'ils savent très bien que ça ne donnera rien. Quand vous donnez les semences aux paysans en juin, c'est pourquoi ils font ça chaque année. Et ça ne marche pas. Ce sont des politiques mises sur pied à dessein pour ne pas réussir, docteur CAC2. Parce que ils font la promotion des importations. Et que ces importations enrichissent des commerçants véreux et des hommes politiques véreux. Je vous donne des chiffres, madame. Oui. Si je prends le riz est contrôlé au Cameroun par 7 individus. Par 7 individus et c'est un marché de plus de 200 milliards. Si on prédonnez-moi n'importe quoi là, je vous donne les chiffres. Parlons de maïs, ça le problème. Exemple. C'est parce que des hommes politiques véreux et des fonctionnaires véreux préfèrent s'engraisser. Au moment où les populations sont affamées, eux, ils deviennent des milliardaires. Le ministre des Finances a autorisé en mars 2020 l'importation express de 200 000 tonnes de riz. C'est-à-dire qu'il décide que ces riz-là sont exonérés de tous les droits de douane et de tous les impôts. Et donc on décide comme ça de créer, de donner des milliards à 7 individus. Ça n'a pas de sens. Je ne parle que de riz. Je peux parler de spéculation. Et donc, ils font ça pour qu'on importe. Est-ce que vous saviez qu'on importait déjà le manioc au Cameroun? Vous ne saviez pas ça? Madame, est-ce que vous saviez qu'on importait le pain au Cameroun, madame? Vous ne saviez pas ça? Mais ils font ça à dessein. Et les gens qui font ça nous combattent. Quand moi, je disais qu'il était possible de cultiver le blé au Cameroun, j'ai été combattu. Jusqu'au plus haut niveau de l'État. Mais cela se faisait déjà, docteur CAC2. Bien sûr. Et on n'en parlait pas. C'est dans l'actualité maintenant que le directeur général de l'IRAD va visiter quelques champs de blé. En Ndou, dans l'arrondissement de Ndou, dans le nord-ouest, on cultive. Et avec des résultats très satisfaisants. 4 tonnes à l'hectare, quelquefois sans fertilisant. C'est la moyenne mondiale. Donc on nous expliquait que ce n'était pas possible au Cameroun. Et comment on a toujours la pro-identité au Cameroun, on dit que ce n'est pas une culture de chez nous.
Et donc, non, ce n'est pas une culture de chez nous, il ne faut pas faire ça ici. Entre-temps, on importe. On importe. Et en 2021, on a importé 900 000 tonnes de blé. Alors que c'est une richesse, c'est 174 milliards. C'est une richesse qui aurait pu profiter aux Camerounais. C'est comme ça qu'on développe une économie. Mais on importe. Ce qui veut dire que ces 174 milliards-là vont dans les poches des autres pays. Des fournisseurs dans les pays étrangers. D'accord. Et donc, on appelle ça fuite de devises. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de bon sens dans ce pays. Et c'est la chose, si on nous dit, ah, qu'est-ce que le STF apporte ou qu'est-ce que vous, les nouveaux hommes politiques, qu'est-ce que vous apportez? Mais simplement le bon sens. Le bon sens. Il n'y a pas de bon sens dans les décisions politiques dans ce pays. C'est tout. Une fois que vous avez mis le bon sens, là, je ne vous ai parlé que de semences. Parce qu'au Cameroun, le taux d'utilisation des semences améliorées, c'est 3%. Comment vous pouvez comprendre ça? Le taux d'utilisation du machinisme agricole, le taux de mécanisation de l'agriculture au Cameroun, c'est 2%. Comment expliquer cette faiblesse, Dr Kak2? C'est la volonté politique, madame. En 2011, vous connaissez, vous avez vu les tracteurs dans les herbes à Ebolova. Oui. L'usine à tracteurs. Voilà ce qui prouve que c'est la volonté politique qui manque, madame. Comment se fait-il que 1000 tracteurs sont abandonnés dans les herbes alors que les exploitants agricoles n'ont pas? Il n'y a pas d'explication à ça. C'est simplement qu'il n'y a pas la volonté qu'on le produise au Cameroun. C'est tout. Alors, docteur Kak2, oui. D'accord. Eh bien, avec vous, on comprend que c'est mauvaise décision après mauvaise décision, lenteur politique, mauvaise volonté politique et peut-être magouille également économique. Mais on a également, à côté de tout cela, népotisme et tribalisme qui se discutent la première place des ralentisseurs du développement au Cameroun. Alors, dans plusieurs de vos sorties dans les médias et même sur Internet, on a eu à constater que vous êtes tout le temps en train de parler de cet équilibre régional et nous on tire encore plus loin en allant vers le tribalisme. Eh bien, comment comprendre que la diversité culturelle devienne une épine au Cameroun? Qu'est-ce qui coince? En 40 ans, ils ont échoué. Et comme ils ont échoué, il faut maintenant trouver le plus grand diviseur commun. C'est Daikole Daisala de regretter mémoire qui expliquait ça. Il faut trouver le plus grand diviseur commun. Ils ont utilisé la religion. La religion n'a pas beaucoup marché. Et maintenant, c'est l'ethnie. Et donc, on nous flanque l'ethnie pour nous cogner la tête. Et au lieu que les gens s'interrogent sur le bilan de M. Paul Biya et sur le sens de la dévolution filiale du pouvoir qu'il est en train de préparer, parce qu'aujourd'hui, ils ont créé des histoires écans. Comme si, quand on vend le carburant, on vend moins cher au écan et on vend plus cher au reste du Camerounais. Comme si on vendait le maïs ou le riz moins cher au écan et on vend moins cher aux autres Camerounais. Comme si on donnait l'électricité au écan et on faisait seulement le délestage aux autres Camerounais. Donc ils ont créé une connerie comme ça, qui est tellement identitaire, pour dire que tous les écans vont soutenir Franck Biya, ou des choses comme ça. Et donc, c'est parce que le bilan est catastrophique qu'ils sont en train de trouver un diviseur commun et qu'ils mettent l'accent sur les ethnies après l'échec de la religion. Et donc, on doit comprendre ça. Et les Camerounais doivent se mettre au-dessus de ça. Il faut qu'on se mette au-dessus de ça pour dire que nous sommes toutes et tous logés au sein de la même enseigne. On ne traite pas dans ce pays, sur le plan social, un Camerounais mieux que l'autre. Il n'y a personne qui est mieux loti dans cette histoire. Et quand on veut savoir qui sont les acteurs de la mauvaise gouvernance, on les recrute dans toutes les régions du Cameroun.
dans toutes les régions du Cameroun. Et donc que les gens se mettent au-dessus de ça et puis demandent des comptes. Nous sommes donc en démocratie ou bien en voie de démocratisation, et ce que nous devons faire, c'est de mettre en avant au moins trois choses dans sur la voie de la démocratie. Un, la reddition des comptes. Nos gouvernants doivent nous rendre des comptes. Deux, la transparence. La transparence, c'est le droit à l'information. Nous avons le droit de savoir. On ne peut pas, par exemple, nous imposer un fils à papa qui ne s'est jamais exprimé, qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui n'a jamais occupé une fonction publique, qui est nul. Finalement, on ne peut pas, comme ça, faire des migments pour nous imposer quelqu'un sans nous en parler, sans nous informer. Là, vous parlez des tractations dont plusieurs opinions également parlent en ce qui concerne un certain positionnement de Franck Biya après l'ère Paul Biya. Oui. Cela pose un problème démocratique sérieux, celui de la libre compétition. Oui. Celui de la libre compétition. Et donc, il faut que les Camerounais se demandent des comptes, que les Camerounais demandent le droit à l'information, que les Camerounais exigent la libre compétition. C'est que ça. Et donc, si on n'y a pas ça, on nous dit que tous les écans, on ne viendra pas dire de nous, Essomba est l'un des chantres de cette affaire-là, qui vous expliquez aux gens que on est en territoire écan et que c'est l'affaire des camps, il n'y a rien à faire. Non, il ne faut pas se laisser endormir par des personnes comme ça. Nous sommes au Cameroun qui est un grand pays en Afrique et en tant que grand pays, on ne peut pas se laisser embarquer dans une histoire de succession filiale. Ça, ce n'est pas possible. Et si ça doit se passer, on ne dit pas que Franck Emmanuel Biya n'est pas camerounais ou bien qu'il n'a pas de citoyenneté. Non, personne ne s'attaque à sa citoyenneté. Mais nous disons que ça doit se passer de façon libre et compétitive. C'est-à-dire qu'on nous montre même simplement le projet de cet individu-là. Je me rappelle bien. Peut-être que ce n'est pas encore le temps de communiquer. Peut-être que ce n'est pas encore le temps de communiquer. L'élection est en 2025. Oui. Quand Maître Abdoulaye Wade était président de la République au Sénégal et qui défendait son fils, Karim, qu'il voulait positionner à la présidence de la République, il avait l'habitude, moi j'ai eu à l'interviewer, à Genève en 2010, de dire à Montreux en 2010 qu'il disait que son fils était le plus compétent de tous les prétendants. Pourquoi? Et il s'expliquait, il vous disait, mon fils a occupé les portefeuilles les plus compliqués du pays. Il a été ministre des infrastructures. Il a traité des questions d'eau et d'énergie. Et il a fait avec succès. Il vous dit, allez regarder la corniche à Dakar. Regardez comment on a aménagé. Regardez les autoroutes. Regardez le nouvel aéroport que Macky Sall vient d'inaugurer. Tout ça, l'aéroport Blaise Ndiaye. Il vous dit, mon fils était le plus compétent. Et donc son fils avait un bilan. Vous appelez donc le président Paul Biya à exposer un peu plus son fils, Franck Biya? Mais si Franck a des ambitions, oui. Que cela ne s'exprime pas de façon dictatoriale comme ça veut se faire. L'élection présidentielle n'a pas encore eu lieu, Dr Kak2. Pardon? L'élection présidentielle, elle n'a pas encore eu lieu, elle se prépare pour 2025. Peut-être bien que ce dernier sera donc candidat et que ce sera un peu plus libre et équitable, comme vous le demandez. Ne nous prenez pas pour des idiots. Lorsqu'il part chez le Lamido de Rebouba, on sait que c'est le premier vice-président du Sénat qui risque d'être celui qui va assurer l'intérim du président du Sénat. C'est déjà lui qui assume l'intérim du président du Sénat maintenant, parce que celui-là est incapable. Et donc, c'est lui qui risque d'être président de transition au Cameroun en cas de vacances. Donc, il faut pas nous prendre pour des idiots. Et quand il part là-bas se fait introniser Yerima, on comprend déjà tout ce qu'ils sont en train de faire. On n'est pas idiots quand même. Donc, on voit comment les choses arrivent et nous disons que les choses ne devraient pas arriver comme ça.
S'il veut se faire adouber, ce n'est pas des caciques qu'il faut se faire adouber, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et donc, le peuple veut savoir qui est cet individu. Et je vous ai parlé du droit à l'information. Oui. Il faut que le droit à l'information soit respecté. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que nous pouvons exprimer notre indignation, et ce, de façon légitime. Vous comprenez, madame? Bien sûr. De façon légitime. Voilà, donc nous voyons tout ce qui est en train de se tramer et nous disons que ça ne devrait pas se tramer de cette façon-là. Vous avez un individu, peut-être même, moi, c'est un sous-muet, qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que cet individu a déjà parlé un jour? Même Chantou a déjà lu le discours, nous on a suivi. Donc, on ne peut pas, comme ça, nous mettre quelqu'un qu'on ne sait pas s'il parle même. Peut-être même qu'il est muet. Et on ne sait pas. D'accord. On positionne simplement l'individu comme ça et on ne sait pas où on s'en va. Non, nous sommes contre cette affaire. Et moi, j'ai écrit, vous avez parlé de la question de l'équilibre régional. Justement, j'y reviens, docteur Louis-Marie Cagde, j'y reviens sur l'ère Amadou Ahidjo, l'équilibre régional. A-t-il fait ses preuves selon vous? Peut-être que pour ceux qui ne le savent pas, il s'agissait de donner suffisamment de chance à chacun selon qu'il vient d'une région. Voilà. Mais cela ne s'adossait pas forcément sur le mérite. Oui, ça n'a pas fait ses preuves. Le bilan est très mitigé. Pourquoi? Parce que l'équilibre régional est une mesure qu'on appelle de discrimination positive. Ce sont des mesures ponctuelles, ce ne sont pas des mesures permanentes. Quand il y a discrimination, l'on met ce genre de mesures sur pied pour rattraper le gap. Et en effet, au moment où le président Amadou Ahidjo était à la tête de l'État, il y avait beaucoup de disparités entre les différentes régions du pays. Et donc, il fallait faire en sorte, par exemple, que la fonction publique n'ait pas simplement une seule coloration. Et il fallait faire en sorte qu'il y ait des gens ressortissants de toutes les régions du Cameroun. Sauf que, au lieu d'en faire une politique ponctuelle, on en a fait une politique permanente au service de quelques caciques du régime. Et donc, si vous prenez, par exemple, l'extrême nord du Cameroun, oui, les Kavaye Djibril, et puis les Ayan Luc et autres, Amadou Ali, etc., et les Amadou Adjoudi, ce sont des gens qui en profitent depuis plus de 60 ans et qui n'ont pas cédé la place à une autre jeunesse, je parle de jeunesse qui aurait 60 ans maintenant dans l'extrême nord du pays. Ce qui n'est pas compréhensible. Donc, cela a simplement permis à certaines personnes aujourd'hui de réclamer des positions politico-administratives et non pas de résoudre le problème d'inéquité qui existait. C'est pour ça que de 1960 à nos jours, nous sommes en 2022, une région comme l'extrême nord s'appelle encore un ZEP. Sur le plan éducatif, un ZEP, c'est une zone d'éducation prioritaire, c'est-à-dire une région sous-scolarisée. Ça n'a pas de sens. L'équilibre devrait permettre que l'on rattrape le niveau de scolarisation dans cette région parce que l'idéal n'est pas qu'on continue de faire réussir les gens avec 4 ou 5 de moyens. L'idéal, c'est qu'on mette chaque citoyen dans les conditions idoines pour que la libre compétition puisse s'exercer. Au lieu de faire ça, vous avez dans les parties, les régions septentrionales du Cameroun jusqu'en 2022 des écoles en tige de maïs. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je me rappelle que c'est l'ACDIC, je parle beaucoup de l'ACDIC parce que je suis un ancien de l'ACDIC, oui, qui est l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs. Et donc, c'est une association qui a fait ses preuves en matière de citoyenneté. Et donc, l'ACDIC avait filmé, par exemple, dans le maillot d'Anaï, je me rappelle encore bien, les CES de Dachika et tout ça, cela avait ému l'opinion publique en effet, nationale et internationale, et voyant les enfants qui vont à l'école dans un CS et qui est dans un CS sous les arbres, ça n'avait pas de sens dans une république. Et donc, on ne peut pas continuer de maintenir ça au nom de l'équilibre régional. Donc, l'équilibre régional n'a rien résolu comme problème. C'est pour ça qu'il faut en tirer des solutions. Moi, je suis contre l'équilibre régional parce que je dis que sur le plan de l'éducation, par exemple, une seule année suffit pour effacer les écoles en tige de maïs du paysage scolaire au Cameroun. Une seule année. Si on décide qu'on ne veut plus voir des écoles en tige de maïs, on efface ça en une seule année.
Et puis, on met les enfants dans les conditions idoines, dans les conditions de libre compétition, pour que ces enfants-là affrontent la compétition au niveau national. Ça, c'est la première raison. Oui. La deuxième raison, c'est que l'équilibre a servi jusqu'ici. Lorsque l'on a attribué des quotas, ces quotas n'ont jamais été utilisés pour des enfants issus des milieux défavorisés dans les régions concernées. Par exemple, je ne parle que de l'extrême nord qui est mon lieu de résidence et de travail. À l'extrême nord, quand on dit les positions de l'extrême nord, ce sont encore les enfants des caciques qui occupent ces positions. Lesquels enfants sont nés à Douala ou à Yaoundé. Et donc, les enfants même qui sont à l'extrême nord n'ont jamais profité des quotas à l'ENAM ou bien dans d'autres grandes écoles, ce qui n'a pas de sens. Et donc, si les enfants des caciques comme Kavaye Dibri, qui est député depuis 1972, tous ces enfants sont nés à Yaoundé. Et donc, ces enfants doivent aller en compétition avec d'autres enfants avec qui ils sont allés à l'école à Yaoundé. On ne peut pas prendre les places qui étaient réservées aux enfants défavorisés, par exemple à Zouaï. Oui. Zouaï, c'est dans le maillot d'Anaï, des endroits où les enfants n'ont pas accès au moins de commodités scolaires. C'est à ces enfants qu'on réservait des positions, pour faire en sorte que dans ces villages-là, il y ait quand même une élite qui naisse. Mais ces places n'ont jamais été occupées par ces enfants, et c'est encore les enfants des élites qui vivent à Yaoundé ou à Douala qui profitent de ces positions. Et c'est pour ça qu'il faut mettre fin à ça. Et donc, moi, j'ai vu une autre initiative aujourd'hui à l'université de Ngaoundéré ou bien à l'université de Maroua, oui, qui va peut-être permettre de faire en sorte que ces enfants-là, enfin, puissent sortir des milieux défavorisés pour faire de meilleures études. Par exemple, à l'École nationale polytechnique de Maroua, c'est des bourses. C'est des bourses qu'on attribue à ces enfants-là, et ça va résoudre le problème plus que la politique de l'équilibre régional. Et donc, vous voyez qu'il y a des solutions susceptibles de toucher directement les personnes défavorisées et de résoudre des problèmes d'inéquité qui existaient au pays. Aujourd'hui, moi, je défends la logique résidentielle et je dis que tous les enfants qui sont nés à Douala doivent aller en compétition à Douala. Il n'y a pas question que vous êtes nordiste, sudiste, ou que vous êtes Betty, Babuleke, Sawa, machin, tout ça. Si vous êtes tous nés à Douala, vous êtes allés dans les mêmes écoles à Douala, vous devez faire la même compétition à Douala. On ne peut pas vous mettre en compétition avec les enfants, mes enfants de Zouaï là, ou les enfants de Doukoula, qui ne sont pas dans les mêmes conditions que vous. Et donc, c'est un peu ça que je défends. La citoyenneté résidentielle veut dire que si l'on va à Touloum, on met les enfants de Touloum, ou bien de Gizigiz, ou bien tous ces enfants-là, on les met dans la même compétition parce qu'ils étudient dans les mêmes contextes. On ne les met pas en compétition avec les enfants du lycée Leclerc, général Leclerc à Yaoundé, ou bien du collège Liberman à Douala, qui sont des contextes tout à fait différents. Voilà un peu mon regard sur l'équilibre régional, ses limites et les propositions pour en sortir, madame. D'accord, mais peut-être avant j'avais une question déjà. L'équilibre régional, enfin, c'est pas forcément l'équilibre régional qui est un problème, mais peut-être la manière dont il est implémenté sur le terrain au Cameroun, quand on sait que c'était pour résoudre le problème de l'écart des minorités. Dans cette question, vous pourrez y répondre, mais lorsque vous parlez, par exemple, de cette citoyenneté résidentielle, est-ce que vous ne pensez pas que cela empêchera certains de découvrir les autres zones, même s'il s'agit là de réduire la concurrence lorsqu'on n'a pas grandi et étudié dans les mêmes conditions? Qu'est-ce que la citoyenneté résidentielle? Cela veut dire que l'on est citoyen là où on réside, oui, et là où on paye ses impôts, parce qu'il faut pas oublier ça. Aujourd'hui, on a, par exemple, je prends toujours là où moi je réside et je travaille à Maroua, des gens, si vous avez des gens qui viennent se faire élire dans ces localités alors qu'ils ne vivent pas là et ils ne payent pas leurs impôts là, ça n'a pas de sens. Si vous prenez, pour vous faire comprendre ça, les nouveaux quartiers qui se créent. Dans ces nouveaux quartiers, c'est généralement les habitants qui cotisent pour tirer l'eau, l'électricité, etc. Et donc, quand ils ont fini de faire ça, ils ont donc cotisé pour faire ça. Ça, c'est le sens
des impôts ou bien de la fiscalité. Et c'est donc eux qui devraient avoir le droit de regard sur, l'objet de leur cotisation. Mais aujourd'hui, avec la logique identitaire qui existe, on donne la porte, on ouvre la porte au lieu de provenance. Et donc, vous ne résidez pas quelque part, vous ne payez rien comme impôt dans cet endroit, mais comme vous provenez de cet endroit, vous pouvez être maire ou député de cet endroit-là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc, il faut déjà résoudre, ça pose un autre problème de justice, d'injustice. Il faut déjà résoudre ça, parce que vous venez là arracher les positions des résidents. La logique résidentielle veut dire que vous êtes citoyen là où vous résidez, dans les mêmes conditions que toutes les personnes avec qui vous résidez. Et vous êtes citoyen là où vous payez vos impôts. D'accord, docteur Cagde, merci pour vos différents avis apportés sur, bien sûr, ces questions. Mais à présent, on va sortir de la question camerounaise pour parler à présent d'Afrique, mais surtout de monnaie. On reparle de cette question du franc CFA qui aujourd'hui se pose donc avec acuité. Eh bien, lorsqu'on a parlé avec plusieurs économistes avertis, la question reste pendante et se positionne comme le franc CFA aujourd'hui se positionne donc comme un frein au développement des pays africains au-delà des volontés politiques. En tout cas, selon certains économistes avertis, eh bien, quel est votre point de vue à vous lorsqu'on parle aujourd'hui de relooking des billets peut-être de 10 000 francs et de 5 000 francs CFA? On a bien l'impression qu'on se cramponne à cette monnaie. Non, ça ne résout aucun problème. Les nouvelles coupures ne résolvent pas le problème de fond. On a des problèmes de fond qui rendent inopérationnel le CFA. Et sur le plan politique, c'est déjà la question de souveraineté. Souveraineté veut dire que chaque pays devrait être capable de gérer sa politique monétaire. Une politique monétaire ne se gère pas à vue, ça se gère au quotidien. Par exemple, il vient d'apprécier l'euro maintenant. C'est parce que au niveau politique, ils ont décidé d'augmenter le pouvoir d'achat en Europe. De la même façon qu'on a apprécié le dollar pour augmenter le pouvoir d'achat des Américains. Et nous, au niveau du CFA, on ne peut pas le faire. On ne peut pas. On ne peut pas décider, comme le coût de vie augmente dans notre pays, d'apprécier notre monnaie pour augmenter le pouvoir d'achat des Camerounais. Et donc, dans des pays où il y a la banque centrale, et donc là où il y a gestion souveraine de la monnaie, cela se fait. Et on peut apprécier ou déprécier, ça c'est le travail de la banque centrale, et c'est presque un travail quotidien. C'est pour ça qu'il y a des fluctuations sur les taux de change, parce que les banques centrales augmentent peut-être pas de façon aussi importante qu'on a augmenté le dollar ou l'euro, mais plus ou moins chaque jour, les banques centrales agissent sur les taux de change. Or, nous avons une parité fixe pour ce qui concerne le franc CFA, et ça nous avantage pas beaucoup du point de vue économique. Et quand c'est la saison des récoltes, par exemple, dans nos pays, et que nous avons beaucoup de produits qu'il faut exporter, alors nous avons intérêt à déprécier notre monnaie pour que nos produits soient compétitifs sur le plan international. Or, nous ne pouvons pas faire ça. Et donc, quand il n'y a pas cette souveraineté, la politique économique est impossible. À l'heure actuelle, le pilotage de la politique économique est impossible dans la zone CFA maintenant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'on ne peut pas aujourd'hui financer les investissements dans notre pays ou bien dans notre zone. L'autoroute Douala-Yaoundé traîne depuis plus de 10 ans parce qu'on n'a pas le moyen. Et donc, tout ce que nous devons faire dans notre pays se fait, je veux dire, par aide au développement ou bien par emprunt. Alors que quand on a une politique monétaire, et disons-le, on fait tourner la planche à billets. Barack Obama l'a fait, Nicolas Sarkozy l'a fait. Et donc quand il y a eu crise économique aux États-Unis, en Europe, en Occident en 2008, ils ont fait tourner la planche à billets. Et donc il arrive
que les gens fassent tourner la planche à billets. Et le Nigeria voisin qui a sa monnaie, aujourd'hui, à l'époque où ils étaient dans la construction, par exemple en 1980, quand ils ont construit Abuja, de toutes pièces, vous allez à Abuja, c'est la meilleure ville d'Afrique aujourd'hui, ils ont eu besoin des ressources et donc ils pouvaient avoir recours à leur banque centrale et trouver les moyens nécessaires pour se construire. Aujourd'hui, qu'ils ont déjà construit leur ville, ils peuvent resserrer un peu la monnaie, la politique monétaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont apprécié le Nara, qui était hier déprécié au point où on vous disait que avec 1000 francs CFA, on vous donnait un sac de Nara. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Quand vous donnez 1000 francs CFA, on vous donne 800 Nara. Donc le Nara a été apprécié plus que le CFA aujourd'hui. C'est la Banque centrale qui fait ça. Et donc, au niveau du CFA, nous sommes aujourd'hui entièrement bloqués et on ne peut pas réussir notre politique économique dans ce plan monétaire. Il va falloir que nous évoluions et que nous fassions en sorte que la BEAC devienne une véritable banque centrale qui a la capacité de battre monnaie et qui a aussi la capacité de gérer, de mener des opérations de politique monétaire au quotidien. Si ce n'est pas le cas, nous, on n'aurait aucun intérêt aujourd'hui à faire partie de la BEAC, une BEAC qui n'est pas souveraine et où siègent des représentants de la Banque de France, sans que ce ne soit vraiment justifié et qui encore entretient le caractère colonial de cette banque-là et de cette monnaie-là. Et donc, tout ça doit évoluer pour faire en sorte que l'on ne soit pas obligé de demander l'autorisation de la France pour imprimer pour faire nos dépenses et pour imprimer notre monnaie, quoi. Nous sommes aujourd'hui des grands enfants et nous sommes capables de mener une politique monétaire sans que dans paternaliste, on nous dise que 60 ans après les indépendances, nous sommes incapables de se gérer nous-mêmes. Et donc, nous sommes dans tout ça là, et ce sont des débats que l'on mène aujourd'hui et qu'on va encore mener avec acuité dans les jours et les mois à venir. Certains prédisent des difficultés une fois qu'on se serait séparé du franc CFA dans la zone actuelle. Certains estiment que les échanges seront difficiles, les appuis seront compliqués et le développement également pourrait prendre un coup. Vous n'êtes pas de cet avis, mais comment comprendre justement que les gens pensent de cette manière-là? Vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté peut-être des échanges, oui, lorsqu'on a sa propre monnaie, peut-être des difficultés de supporter ses propres charges. Non, le ventre mou des échanges inter-africains ne se trouve pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, avec le CFA, quand j'étais en Côte d'Ivoire il y a 3 semaines, avec mon CFA Afrique centrale, j'ai perdu 15%. Ça, c'est dans un bureau de change à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. On vous change, pour vous donner le CFA d'Afrique de l'Ouest, vous perdez 15% de la valeur de votre CFA d'Afrique centrale. Donc, qu'on ne nous dise pas que la situation est meilleure en ce moment-ci, non. Quand vous allez, par exemple, je sors du Nigeria, oui. Quand vous allez au Nigeria, si vous avez le CFA Afrique de l'Ouest, donc BCAO, on vous donne 1000 francs ou bien un Naira égale un CFA Afrique BCAO. Pour ce qui concerne Afrique centrale, on vous dit que un franc CFA Afrique centrale, c'est 0,8 Naira. Et donc, ça, ce n'est déjà pas la même chose. Quand on nous parle de CFA, etc., ce n'est pas la même chose. Et donc, le vrai ventre mou, des échanges entre les différents pays africains aujourd'hui, c'est par exemple des questions de normalisation. Nous, les différents pays, on n'a pas les mêmes normes. Et quand on n'a pas les mêmes normes, ça rend compliqué l'échange de nos produits. Par exemple, entre le Nigeria et le Cameroun, nous partageons plus de 1700 km de frontières, mais les deux pays n'ont pas les mêmes normes. Les deux pays n'ont pas la même législation sur le commerce, ce qui n'est pas intéressant. Et donc, ça fait que
ce sont des choses comme ça qu'il faut régler aujourd'hui pour favoriser le commerce entre les deux pays. Les deux pays n'ont pas des accords commerciaux, ça n'a pas de sens. C'est d'ailleurs pour ça que nous étions critiques sur les accords APE avec l'Union européenne, parce que nous ne comprenions pas pourquoi on peut laisser un marché de 200 millions de personnes à côté de nous au Nigeria pour aller négocier un marché de 500 millions à 6 000 ou 7 000 kilomètres de chez nous. Et donc, tout ça, c'était incompréhensible et d'ailleurs même que c'est inopérationnel. Et donc, c'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. Il ne faudrait pas que l'on mette sur la table des problèmes qui n'existent pas, des problèmes d'échange qui se poseraient. Moi, je ne vois pas à quel niveau ça se posera. Il y a entre la Côte d'Ivoire et le Ghana qui ne partagent pas la même monnaie, beaucoup d'échanges, donc ça n'a strictement rien à voir. C'est une question donc de planification, de programmation, et c'est sur ça que nous devons travailler aujourd'hui si nous devons renforcer le commerce entre nos différents pays au niveau sous-régional. Mais à qui de le faire alors? À qui de le faire quand on a l'impression que les politiques aujourd'hui savent que le franc CFA est un peu une monnaie dégradante, peut-être pour le développement africain, mais continuent de se cramponner à cette monnaie, comme je le disais tout à l'heure. On a aujourd'hui l'UMAC qui a décidé de refaire la beauté de ses billets. Est-ce que ça ne signifie pas qu'on en a encore pour longtemps, justement, avec cette monnaie? Maintenant, peut-être une autre question que je voulais rajouter à la suite de ce que vous disiez tout à l'heure. Sortir de ce franc CFA, est-ce que ce n'est pas se créer peut-être des difficultés avec des bailleurs de fonds comme le Fonds monétaire international qui trouveraient à redire? Non, je vous dis directement non, ça ce n'est pas la mission du FMI. Déjà, à votre première question, le sens de notre opposition, c'est ça, madame. Nous sommes opposés au système parce que, non pas parce que nous ne voulions pas aussi avoir une carrière comme... moi, je suis fonctionnaire, donc j'aurais pu rêver à une carrière importante dans l'administration publique. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Et la situation aujourd'hui, dès l'entame de cette émission, je vous disais qu'il y a un réel problème de volonté politique. C'est pour ça qu'il faut une nouvelle équipe. Qu'une nouvelle équipe arrive au pouvoir, tire les leçons du passé et envisage l'avenir. C'est vraiment ce que nous voulons faire, ça. Vous allez beaucoup nous entendre sur ces questions-là, parce que, effectivement, vous posez le problème, qui peut le faire? Est-ce que ce sont ceux-là aujourd'hui qui nous dirigent et qui nous ont conduits au bord du gouffre, qui peuvent nous sortir du gouffre? Moi, je ne pense pas. Et donc, nous sommes dans ce débat-là, et ce débat va se faire jusqu'à la prochaine transition. Maintenant, pour ce qui concerne la mission du Fonds monétaire international, le Fonds monétaire international n'est qu'un huissier de justice. Considérons-le comme un huissier de justice qui a pour mission de recouvrer les créances des différents pays. Cela veut dire que les créanciers d'un pays comme le Cameroun saisissent le Fonds monétaire international pour que ce fonds-là les aide à recouvrer leurs créances auprès du Cameroun. Et pour aider le Cameroun, le fonds va intervenir dans ce qu'on appelle la discipline budgétaire pour leur dire, si vous voulez rembourser vos dettes, compte tenu de votre budget, si votre budget c'est 1000 francs, ils vont vous montrer comment est-ce que vous pouvez gérer votre budget de façon disciplinée pour dégager la marge nécessaire et suffisante pour payer vos dettes. Et c'est un peu comme ça que le fonds intervient, et c'est pour ça qu'il y a toujours une austérité lorsque le fonds intervient, parce que le fonds vous empêche de faire des dépenses inutiles. Et généralement, le genre de dépenses que le Fonds monétaire international cible, ce sont les dépenses sociales. Voilà un peu le travail de cette institution-là expliqué de façon basique, mais elle n'interviendra jamais dans la politique monétaire, et qui relève exclusivement de la compétence des États.
D'accord. Merci infiniment, monsieur. On a souvent vu quelques dérives, notamment, bien sûr, lorsqu'il y a eu la mise sur pied des cryptoactifs du côté de la République centrafricaine. Je parle bien sûr des bitcoins. On parle du Sango Coin, justement, du côté de la République centrafricaine. Et vous nous faites comprendre que, bien sûr, elle n'a pas le droit de le faire. Pour rester sur le franc CFA aujourd'hui, est-ce que vous direz que la cause essentielle du sous-développement dans les différents pays africains, notamment au Cameroun, eh bien, elle pèse presque à 80% comme cause de sous-développement, plus que la mauvaise gérance et la volonté politique? Non, moi je n'irai pas jusqu'à 80%. On ne peut pas mettre de côté les mauvais choix politiques qui ont été opérés. Moi, je vous ai dit que on a choisi, par exemple, de détruire le tissu économique local, ce qui, avec les importations, et donc ça, c'est la cause principale de ce que nous vivons aujourd'hui. Ensuite, il faut voir qu'il y a un écart béant entre les résultats de recherche qui existent dans le pays et ce qu'on peut encore appeler les données probantes et les politiques publiques, c'est-à-dire les contenus, la nature des politiques publiques. Je vous ai expliqué en matière, par exemple, d'innovation agricole, qu'il y avait les semences améliorées et que le taux n'était que de 3%. Si vous voulez aujourd'hui, si vous montez le taux d'utilisation des semences améliorées à 50%, vous voyez que vous pouvez déjà multiplier la productivité par 10 à travers le pays, et donc qui aurait en quantité et en qualité les aliments pour les Camerounais. Et si vous passez à la mécanisation, vous montez le taux de mécanisation même simplement à 10 ou à 20%, vous allez voir que vous allez booster la production locale. Et il y a également au Cameroun, je vous donne là vraiment des choses concrètes et simples, il y a les pertes post-récolte. Au Cameroun aujourd'hui, selon le ministère en charge de l'agriculture, vous avez 43% de pertes post-récolte au Cameroun. C'est-à-dire que même le peu de production qui existe au Cameroun pourrit près de la moitié de cette production-là pourrie avant d'arriver au marché et avant d'arriver chez le consommateur. Et donc, quand vous regardez ça, il y a des facteurs de production, il y a des problèmes d'infrastructure, certes, mais il y a également simplement qu'il y a un problème d'information, de connexion du producteur à l'acheteur. Et il y a des plateformes qui doivent se mettre sur pied aujourd'hui pour résoudre ça. Moi, j'ai des gens là aujourd'hui, j'en ai créé déjà j'ai créé 3 plateformes déjà pour connecter les producteurs aux acheteurs. J'ai vu que quelqu'un a mis, par exemple, qu'il avait 100 hectares de manioc. Si cette personne ne trouve pas un preneur, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pourrir. Parce que 100 hectares de manioc, si vous n'avez que 20 tonnes à l'hectare, ça veut dire que vous allez mettre 2000 tonnes de manioc sur le marché. Vous n'allez pas vendre ça aux ménagères. Vous avez donc besoin des gens pour transformer. Vous avez besoin d'un véritable réseau. Et donc, au moment où nous disons qu'il n'y a pas la matière première pour l'industrie, voilà que quelqu'un a la matière première et n'a pas d'acheteur. Il y aurait probablement un acheteur quelque part qui cherche la matière première et ne trouve pas, et ça il faut résoudre. Et nous disons donc que le ministre du Commerce ne fout rien, parce que ce travail de connexion de l'acheteur et du producteur est ce qu'il doit faire. Or, lui, il ne trouve qu'à mettre un budget du Cameroun déjà très insignifiant, 0,5% du budget national en 2022, pour aller à la foire de Shanghai et des autres foires comme ça, au lieu de s'occuper de ceux qui produisent au Cameroun et qui transforment au niveau local. Et donc, ça, ce sont des choses concrètes. Perte post-récolte, 43%, taux de mécanisation, 2%, taux d'utilisation des semences améliorées, 3%, budget de l'innovation au Cameroun, c'est 0,5% du budget national. C'est indigne d'un pays comme le Cameroun. Et donc, si vous ne faites pas de recherche et de développement, moi, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez vous développer, même si vous aviez votre propre monnaie.
Si on met tout sur la monnaie, ça veut dire que les pays qui ont leur monnaie se portent mieux. Ce n'est pas le cas. Si vous avez la Guinée-Conakry ou bien d'autres pays qui ont leur monnaie, ces pays ne se portent pas mieux. Et donc nous devons comprendre que la monnaie à elle seule ne suffit pas. C'est un outil. Et déjà, si vous ne créez pas la monnaie, la richesse pour soutenir votre monnaie, vous n'aurez pas comme en Guinée-Conakry, la possibilité de profiter de cette souveraineté monétaire que vous avez. Et donc, le plus important dans une économie, c'est de créer la richesse. Et c'est le ventre mou de la politique économique du Cameroun aujourd'hui. Depuis plus de 30 ans, on n'a pas créé la richesse dans notre pays. Et c'est d'ailleurs pour ça que on peut très facilement manipuler les Camerounais sur le plan identitaire, parce que sociologiquement, on a prouvé que lorsqu'il y a manque, les gens cherchent le bouc émissaire. Et le bouc émissaire qu'on vend aujourd'hui, c'est l'allogène. C'est de dire que c'est de faire comme si les autochtones restaient entre eux et le peu qui existe suffirait pour les autochtones. Et on dit donc que les allogènes viennent manger dans notre plat. Or, la fonction de l'économie, c'est de produire de façon illimitée avec les ressources limitées. Et donc, nous sommes exactement dans cette situation-là aujourd'hui où les ressources sont limitées et où la connaissance économique devrait faire, ou l'expertise économique devrait faire que nous soyons capables de produire de façon illimitée. Et notre gouvernement montre ses limites sur ces questions-là, sur cette capacité-là, et c'est ça qui justifie aujourd'hui notre opposition et notre volonté d'arriver changer au pouvoir, la donne. Et de changer la donne. D'accord. Et puis rendez-vous peut-être le 11 prochain pour des solutions à proposer au sein de l'Assemblée nationale pour changer la donne une énième fois. Eh bien, on va sortir à présent des frontières camerounaises puisque nous étions revenus sur le Cameroun en parlant de l'Afrique et de sa monnaie, notamment en zone franc CFA. On parle à présent de la Côte d'Ivoire, un pays qui vous est peut-être un pays d'accueil parfois, ou alors un pays ami. Là-bas, le parti PPACI de Laurent Gbagbo a célébré ses 1 an, il y a de cela quelques semaines. Et par ailleurs, Charles Blé Goudé, eh bien, il est annoncé en décembre prochain. Est-ce qu'il pourrait y avoir une fusion Gbagbo-Goudé selon vous? Est-ce que c'est envisageable et peut-être mieux, ou alors l'agrandissement de l'opposition lors des prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Oui, la Côte d'Ivoire, moi, je connais très bien. J'ai habité 4 ans en Côte d'Ivoire, de 2012 à 2016. Je connais très bien ce pays-là. Le PPACI ou bien l'ancien FPI ou Laurent Gbagbo, je connais aussi très bien. J'ai été pendant toutes ces années la 3e vice-président du mouvement de solidarité pour Gbagbo, c'est-à-dire ce mouvement qui a contribué à sa libération à La Haye. Qui, à travers, par exemple, la fameuse pétition internationale que le monde entier a signée et qui a permis que tout le monde qui l'accusait injustement ait honte de ce procès-là qui était indigne de la justice. Et donc, ça, c'est bien pour planter le décor. Ce sont des camarades, s'il faut parler de Blé Goudé et de toute autre personne. Ce qui s'est passé en réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui et qui justifie que le PPACI, du moins que le FPI se retrouve divisé en quatre parties. Le FPI, le PPACI, le mouvement Génération Capable, MGC, et puis le COGEP de Charles Blé Goudé. C'est aussi qu'il n'est pas facile après une étape comme celle que l'on a traversée en Côte d'Ivoire en 2011, de résister, de rester unis. Les gens ont eu des tentations énormes. Il y a eu des tentations d'achat de conscience, il faut le dire. Il y a eu des pressions. C'est pas la même chose, l'achat de conscience et les pressions. Beaucoup de personnes ont subi des pressions énormes
et finalement certains ont lâché, d'autres n'ont pas lâché, quitte à mourir dans ces conditions difficiles-là. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes ont encore leur résidence occupée ou leur résidence qui n'ont pas été remis. Nous sommes là plus de 10 ans. On a maintenu le compte bancaire de beaucoup gelé pendant plus de 10 ans. Donc, tout ça, c'était des moyens de pression. Des gens qui n'avaient pas de ressources pour vivre et des gens qui avaient leur famille, qui devaient rester en exil, squatter, etc. Et donc, c'est dans toutes ces conditions que finalement, il y a eu dislocation. Pour revenir à Charles Blé Goudé lui-même, je crois que l'étape de la prison lui a permis de faire une évaluation politique très stratégique des erreurs que l'on a pu commettre à un moment donné. Charles Blé Goudé se serait vu à une certaine époque le dauphin naturel. Le dauphin naturel de Laurent Gbagbo, le fait que ils soient emprisonnés ensemble, le confortant dans cette voie-là. Sauf que certains caciques l'ont désillusionné et il a peut-être cru à transformer son mouvement COJEP en parti politique pour faire pression, sauf que ça semble n'avoir pas marché. Je pense qu'il va en tirer les leçons parce que aujourd'hui, comme il ne fait pas partie du PPACI et qu'il a son propre parti, un parti qui a affaibli, un parti qui n'a pas les moyens, vous ne pouvez pas faire gérer un parti sans moyens, ça c'est impossible. Je crois que une des choses qu'il pourrait faire, c'est de négocier le rapprochement avec son parti naturel, s'il faut le dire, avec son camp naturel, pour qu'il n'y ait pas cette frontière formelle, le fait étant que le COJEP est un parti formel en Côte d'Ivoire. On verra bien ce qui va se passer. Dans tous les cas, on a vu que lorsque Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire, il avait une idée très claire de ce qu'il fera et on voit très bien que cet agenda a été mis sur pied, quitte à se séparer avec son épouse et qui aujourd'hui a créé un autre parti. Donc, on verra ce que Blé Goudé fera quand il viendra. Il s'est pas encore exprimé de façon claire sur ses intentions. Dans tous les cas, il ne tardera pas de le faire. Et quand il le fera, on commentera. Mais il n'y a pas de raison que la mouvance du PPACI ne regroupe pas tout ce qu'il y a comme amis du panafricanisme en Côte d'Ivoire et que au-delà de la Côte d'Ivoire que cette mouvance-là se fasse ressentir dans d'autres pays. J'ai observé pendant mon séjour au Nigeria que en début de ce week-end, le dimanche passé, dimanche 5 novembre, je crois, le PPACI s'est regroupé, s'est regroupé à Abuja, ce qui est un bon signe. La logique du panafricanisme revient, comme cela a été le cas dans les années 1960. Il y avait RDA, le Rassemblement démocratique africain, que l'on avait en Côte d'Ivoire, que l'on avait en Guinée-Conakry, que l'on avait même au Cameroun. UPC était l'antenne camerounaise de RDA, et on avait au Mali, on avait partout. Et donc tous les nationalistes dans ces années-là créaient les partis avec le suffixe RDA. Nous croyons que c'est ça qui revient et on verra bien d'ici quelques années comment est-ce que cela va s'étendre à d'autres pays, pourquoi pas le Cameroun aussi. On verra comment ça va s'étendre un peu à travers l'Afrique. Laurent Gbagbo aujourd'hui a beaucoup d'amis au Tchad, beaucoup d'amis au Cameroun, beaucoup d'amis au Ghana, au Togo. On verra un peu
ce qui va se mettre sur pied. Le PPACI a fêté ses 1 an avec un bilan très élogieux au niveau de la Côte d'Ivoire, un bilan d'implantation du parti extraordinaire. On ne se serait jamais entendu à ce que en 1 an seulement, le parti ait créé plus de 24 000 cellules. C'est spectaculaire. Et donc, cette façon d'implanter le parti à travers le pays est inédite et ça montre l'engouement qu'il y a derrière. Le PPACI va au Eh bien, merci, docteur Cacteux, pour cette actualité en Côte d'Ivoire que nous avons refait avec vous. Je rappelle que vous êtes membre du Shadow Cabinet du SDF, le Social Democratic Front, parti politique d'opposition au Cameroun. Et vous êtes également économiste et observateur des situations panafricanistes. Eh bien, avec vous, on a eu le temps de parler du Cameroun, mais surtout de la santé économique de Yaoundé pendant le quarantenaire de Paul Biya, qui a été célébré d'ailleurs le 6 novembre 2022. On a parlé également avec vous de développement, mais surtout des épines dans le pied du développement en question au Cameroun, notamment le tribalisme, népotisme, mais également l'équilibre régional. Avec vous, on a également eu le temps de revenir sur la question du franc CFA qui continue de se poser de manière pendante en Afrique, et l'on s'interrogeait, est-ce que c'est cela qui nous empêche de nous développer, ou alors le manque de volonté politique et les mauvaises décisions politiques et économiques. On a terminé avec l'actualité en Côte d'Ivoire pour parler du retour de Charles Blé Goudé. Ce sera en décembre prochain, mais également des 1 an célébrés par le parti PPACI de Laurent Gbagbo. Merci à vous, eh bien, docteur Louis-Marie Cacteux, de nous avoir accordé de votre temps dans cette émission. Ce fut de bons moments avec vous, et surtout en compagnie de votre expertise. À vous qui nous avez reçus chez vous via nos différentes plateformes For You Media Africa, notre télévision For You Africa et notre radio 96.3 FM For You Radio Africa. Nous vous disons merci et rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de l'émission Le Point du Guest.